Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Comment se fait-il que nos élites pensent si mal? Et comment se fait-il que, dans le milieu où nous sommes, nous arrivons à voir la réalité telle qu'elle est? Autrement dit, est-ce que une partie de nos études qui sont accomplies par ces élites les pousse à mal penser? En tous les cas, ce problème est vieux puisque Montesquieu déjà écrivait que les paysans ne sont pas assez intelligents pour raisonner de travers. Ah, c'est une belle formule. Autrement dit, il n'aurait pas été corrompu par le savoir. Alors, je suis quelqu'un qui défend le savoir, je défends ce qu'on appelle l'humanisme et le vrai, c'est-à-dire les études classiques. Humanisme signifie faire des études classiques, c'est-à-dire savoir le latin et le grec, c'est dans le sens du XVIe siècle. C'est ça l'humanisme. Montesquieu nous dit généralement qu'en fin de compte, nos élites auraient été corrompues par le savoir. C'est quelque chose aussi que nous retrouvons chez Jean-Jacques Rousseau ou d'autres philosophes des Lumières. Le savoir corrompt. Et alors, ce savoir qui corrompt, c'est essentiellement un savoir issu de ce qu'on appelle la gauche. Comment se fait-il que les gens de gauche peuvent se tromper et, lorsqu'ils mettent en place véritablement leur doctrine, aboutissent à un véritable cauchemar que eux-mêmes finissent par fuir? Quand je dis cela, peut-être que vous avez une idée de ce que je suis en train de parler. Alors, on va prendre comme exemple la ville de Paris et ce qui se passe en ce moment dans l'entourage d'Anne Hidalgo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais parler de quelqu'un qui, évidemment, est d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est Emmanuel Todd. Emmanuel Todd aime, souvent avec boutade, dire que nos élites sont complètement abruties et incultes. Alors, abruti et inculte, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu un savoir. C'est ce savoir qui les corrompt. Mais le vrai savoir dont je vous ai parlé, il n'aurait pas accès. Et d'ailleurs, il ajoute, par plaisanterie, la preuve, c'est qu'il pense que le journal Le Monde est encore un journal de référence. Eh oui, tout le monde sait aujourd'hui que Le Monde n'est pas du tout un journal de référence, ce n'est qu'un journal de propagande pour mettre en place le nouvel ordre mondial, le mondialisme, le wokisme, la cancel culture, et nous expliquer que Joe Biden a toute sa tête. Ça, c'est le journal Le Monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que quelques journalistes qui font à peu près convenablement leur travail à l'intérieur, mais dans l'ensemble, quand on lit Le Monde, c'est véritablement une catastrophe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pense mal et que l'on pense juste? Montesquieu, je reviens à Montesquieu, il nous explique que les paysans, en fait, ils n'ont pas le luxe de penser de travers. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas le luxe de penser de travers. Parce que quand on habite la ruralité, c'est mon cas, même si j'habite souvent dans des milieux urbains, mais je suis partagé entre les deux, eh bien, on est face à la nature. Et la première chose que l'on apprend face à la nature, c'est que c'est un combat permanent. Je vous donne juste une petite anecdote. La dernière fois, j'étais en train de traiter mes vignes et mes fruitiers avec de la bouillie bordelaise, pour ceux qui connaissent. Et il y a un de mes amis qui est urbain, me dit, mais ne traite pas, si tu vas polluer. Alors, la bouillie bordelaise, c'est pas un polluant, mais enfin bon, peu importe. Et je lui dis, mais si je ne traite pas mes fruitiers, certains vont mourir. Si je ne traite pas mes fruitiers, je ne pourrai pas avoir de fruits. Ils vont être mangés par les insectes, par toute une série de choses. Si je ne taille pas mes vignes, je n'aurai pas de raisins. En fait, ce sont des gens qui sont véritablement ignorants. Ils pensent que la nature, elle pousse, qu'on est encore dans une sorte d'Éden où il suffirait de laisser pousser, puis tout ira. Non, l'homme est obligé de combattre la nature pour tirer sa subsistance. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas le luxe de penser mal, parce que s'il se trompe, justement, eh bien, les conséquences sont très graves pour lui. Et dans les campagnes, quand on se trompe, on crève de faim. En tout cas, autrefois. Aujourd'hui, non, mais autrefois. Quant à celui qui a un domaine agricole où il sait très bien ce qu'il doit faire, sinon, il n'a pas de récolte, il ne peut pas nourrir ses bêtes, etc., etc. Nous sommes donc dans un principe de réalité, parce que nous sommes confrontés au réel. C'est ce qui d'ailleurs est arrivé aux Gilets jaunes. Quand ils sont arrivés en disant, attendez, on a des problèmes de pouvoir d'achat, c'était un mouvement d'ailleurs de droite, c'était un mouvement, d'ailleurs j'imagine que ceux qui me regardent ont été Gilets jaunes. Que s'est-il passé dans un deuxième temps? Eh bien la gauche est arrivée avec son idéologie mortifère, elle a été violente, et évidemment elle a tué le mouvement, elle a essayé de récupérer ce mouvement. Et les véritables Gilets jaunes qui faisaient partie de la sphère patriote, évidemment, sont rentrés et ils ne voulaient pas côtoyer ce genre de personnages violents. Et nous savons depuis toujours qu'en effet, le meilleur moyen de détruire un mouvement social, c'est de faire venir des gens de gauche, leur violence, qui vont évidemment effrayer une partie de la caste dirigeante, qui vont se réfugier derrière Emmanuel Macron, et c'était donc un bon moyen, la violence, pour détruire les mouvements populaires. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette
idée. Alors, pourquoi pense-t-il si mal? Bah, d'abord, je pense que la gauche, avant tout, elle est profondément égoïste. Elle est composée de ce qu'on appelle, ce que Marx et Lénine appelaient le petit bourgeois. Alors, il y a une seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Lénine, c'est la définition du petit bourgeois. Le petit bourgeois, c'est le type qui vit dans un milieu urbain, qui est fondamentalement égoïste, qui n'est pas capable de sortir de ses murs, hein, et qui ne connaît pas véritablement le monde, et qui va essayer en quelque sorte de continuer son confort. Alors, l'exemple que je vais vous montrer est typique de l'esprit petit bourgeois qui n'en a rien à foutre des conséquences de ses actes. Une des grandes causes, quand on discutait, moi quand j'étais professeur, j'ai discuté avec pas mal de gens, notamment des écologistes, la France Insoumise, etc. Enfin, ça s'appelait pas la France Insoumise, mais c'est des gens d'extrême gauche. Un de leurs grands combats, hein, ce qu'ils voulaient désespérément, eh bien, ils voulaient une cause que je vais trouver, que je vais qualifier assez stupéfiante. Oui, bon, vous avez compris le jeu de mots, stupéfiant. Oui, c'est la dépénalisation du cannabis. Selon eux, si on dépénalisait le cannabis, il n'y aurait plus de problème de délinquance, ce qui est évidemment entièrement faux parce que les pays qui sont lancés dans ce genre de choses ont fait exploser la consommation justement de stupéfiants et ils ont augmenté l'argent des mafias. Donc ce prétexte est faux. Non, c'est tout simplement parce qu'ils en ont assez d'aller voir leurs dealers, hein, et payer peut-être trop cher leurs chichons ou autre chose. C'est le grand combat. On retrouve d'ailleurs ce genre de mesures dans des plateformes de la France Insoumise, chez les écologistes, dépénaliser le cannabis. Alors quand je dis que c'est typique du petit bourgeois, et notamment pour les professeurs, c'est vraiment décevant parce que quand ils voient tous ces jeunes qui fument le cannabis, qui se marginalisent, qui n'arrivent plus à suivre des études, hein, c'est une des premières causes de l'échec scolaire quand même, la drogue. Avec tous les problèmes de délinquance, on sait aujourd'hui qu'une partie de nos banlieues sont une partie, je devrais dire presque l'essentiel de nos banlieues, sont gangrénées par le trafic de drogue, la bande, la violence. Les 120 attaques au couteau sont liées justement à des trafics ethniques de drogue, mais aussi, souvent quand vous êtes très agressif comme ça, c'est que vous êtes sous stupéfiant. Voilà, ils sont en train de détruire notre pays avec cette drogue, mais ils en ont strictement rien à foutre parce qu'ils sont confortablement installés sur leur canapé en se grattant je sais pas quoi et fumer leur petit joint. Petit joint, petit bourgeois. La boucle est bouclée. Le grand combat de leur vie. Je voudrais juste continuer là-dessus, justement, sur la drogue, il me vient une idée, mais je me rappelle d'avoir lu un livre sur la Chine, sur le trafic d'opium, et les Chinois combattent très très durement le trafic de drogue parce qu'ils se souviennent qu'en effet, l'Empire céleste, l'Empire chinois est tombé parce que les Anglais avaient introduit le trafic d'opium. Et le trafic d'opium, c'est la destruction des élites qui évidemment se mettent à fumer ce genre de cochonneries. Et puis aussi, c'est un énorme système de corruption et qui détruit évidemment aussi les élites. L'État chinois s'est effondré sur le trafic d'opium et sur le trafic d'armes. C'est ce que nous sommes en train de vivre en Occident. Alors, le trafic de drogue est partout, il est en train d'atteindre la réalité. Ce matin, en achetant du pain, dans le journal local, Le Bien Public, ils expliquaient en Côte d'Or, la drogue est partout. Oui, bien sûr, la drogue est partout. Alors, ces gens de gauche, évidemment, sont mondialistes, ils sont immigrationnistes, ils sont pour l'abandon de la prison, et toutes les personnes qui vont s'opposer à eux, évidemment, vont être qualifiées d'imbéciles. Ça va être le fameux mur des cons qui avait énormément choqué, parce que pour ceux qui auraient oublié cette histoire, le mur des cons, c'était au syndicat, et c'était des photos qui étaient affichées dans le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire ces syndicats de gauche considéraient tous les gens qui s'opposaient à eux comme des cons et donc en quelque sorte qu'il fallait combattre. Et ce qui avait d'autant plus choqué, c'est qu'il y avait à l'intérieur des victimes de la délinquance. C'est-à-dire que ces magistrats qui sont censés protéger l'ordre public, en fin de compte, ne protègent pas l'ordre public puisqu'ils considèrent les victimes comme leurs ennemis. Mais comment s'en étonner? Parce qu'il y a à l'intérieur de l'idéologie de gauche une célébration du criminel, une célébration de l'asocial, une célébration du taré. Alors, ils peuvent toujours trouver quelques filiations avec Foucault et Derrida, qui ont été évidemment des philosophes qui ont engendré ce genre de délire. Mais il y a en effet une célébration chez l'homme de gauche, de gens qui sont complètement siphonné. Alors le premier, celui qui est un imposteur,
Un véritable imposteur, vous l'avez tous reconnu, c'est Che Guevara. Alors ça, c'est l'icône de la gauche, hein. Si on touche à Che Guevara, attention, attention, il va y avoir de la rétorsion. La réalité, c'est que nous savons beaucoup de choses sur Che Guevara. Il a peut-être eu, en effet, un parcours lyrique dans sa jeunesse, mais dès qu'il a été aux affaires, il s'est plutôt montré comme une sorte de boucher taré, psychopathe. On se souvient qu'il avait été directeur de prison à la Havane et qu'il faisait fusiller des innocents en riant derrière. Ça avait beaucoup choqué d'ailleurs les gens qui l'avaient côtoyé en se disant mais en fait ce Che Guevara c'est pas du tout un type humain, c'est un monstre. Et il était tellement monstrueux qu'il avait fini par gêner Fidel Castro. Il devenait un témoin gênant. Ce qui fait que Fidel Castro l'a foutu dehors de la Havane en lui disant va t'occuper un peu de l'Amérique du Sud. Et pour beaucoup, si vous savez que Che Guevara a été tué, mais il se pourrait fort qu'il ait été dénoncé par Fidel Castro lui-même, hein, qui préférait Che Guevara mort, il pouvait exploiter sa légende, hein, et créer une légende, que vivant, on s'en serait aperçu que c'était vraiment un personnage sinistre. Mais s'il y avait que Che Guevara, non, les hommes de gauche, ils ont une fascination pour vraiment les monstres, hein, les monstres tout à fait affreux et épouvantable. Je pense à ce personnage. Alors celui-là, je l'ai rencontré dans une certaine mesure dans ma carrière, non pas vivant, mais sur le plan littéraire. Est-ce que quelqu'un a reconnu? Non. Ah, vous avez... Eh bien, c'est un psychopathe, c'est un criminel du nom de Roberto Succo. Alors, je ne vais pas revenir sur sa carrière, il a tué ses parents, il a fait toute une série d'horreurs, il avait... Voilà, c'est un monstre complet, Roberto Succo. Il se trouve qu'un auteur de théâtre, un dramaturge, a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Roberto Zucco, avec un Z, et qui retrace en quelque sorte la trajectoire de ce malade mental. Pour la gauche, il est une sorte d'icône, hein, une sorte de révolutionnaire, hein, qui met à bas l'ordre bourgeois, les conventions, dans la suite de ces Derrida, Foucault et compagnie. Comment peut-on célébrer auprès de la jeunesse ce genre de personnage? Alors, j'avais toujours des collègues de lettres qui me disaient je ne suis pas du tout en train de célébrer la violence, hein. Je travaille sur le théâtre et sur la mise en scène. Oui, mais tu célèbres un gars qui a tué des gens et qui a un rapport à l'actualité. Faire croire que les deux sont indissociables, c'est un des plus gros mensonges. C'est quelque chose qui est extrêmement gênant. Alors évidemment, quand les pièces apparaissaient, il y avait ceux qui étaient pour et contre, mais c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dérive de la morale. Et vous imaginez que ce sont ces gens-là qui enseignent à vos enfants, qui célèbrent les crimes de Roberto Succo et puis tous les crimes de tous les psychopathes. Mais s'il n'y avait que cela, non, ce qu'ils aiment bien, c'est abattre ce qu'il y a de plus sacré. Alors, je vais vous montrer une photo qui, pour moi, est typique de la mairie de Paris et de ce milieu de gauche interlope. Ceci est paraît-il, une œuvre d'art, qui était intitulée d'ailleurs Sapin de Noël. Évidemment, elle avait été exposée au mois de novembre. Alors, cette œuvre d'art n'est qu'un ballon gonflable, mais ceux qui reconnaissent bien la chose, c'est un plug anal, un objet utilisé par nos amis de la mairie de Paris, manifestement. Notamment, du secret... Bon, bref. De Dan Hidalgo, je ne parle pas de ce sinistre personnage, un de ses conseillers principaux. L'appeler sapin de Noël, juste la veille de Noël, vous voyez bien l'intention qu'il y a derrière. C'est évidemment casser, salir nos traditions, c'est détruire l'esprit de Noël en quelque sorte en mettant un plug anal, c'est nous faire un énorme doigt d'honneur, nous mépriser. Et ces gens-là se réfugient comme avec Roberto Succo. Mais c'est de l'art, vous n'aimez pas ça? Oh bah c'est que vous n'aimez pas l'art, hein. Bande de gros tarés, en fait. Vous êtes des tarés, ni plus ni moins. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ils nous ont fait le coup une dizaine de fois. S'il fallait remettre toutes les horreurs qu'ils ont affichées ou mis dans différents endroits de la capitale à connotation sexuelle dégueulasse, on n'en finirait pas. Alors, ils enseignent ils célèbrent les psychopathes à nos enfants, ils détruisent l'art et nos traditions, mais comment s'en étonner, puisque à l'intérieur de leur idéologie, il y a ce genre de personnage. En 1985, dans le premier numéro de Globe, Globe était une revue socialiste pour célébrer SOS Racisme, toute l'idéologie de gauche en quelque sorte, Bernard-Henri Lévy, associé à Pierre Berger et à Claude Esclovitch, je crois, a commencé... a signé un article où nous lisons, bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref,
allitération B pour montrer et bébête, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. Bah, cette déclaration, ça s'appelle tout simplement de la xénophobie et du racisme. Ces gens qui fondaient SOS Racisme, c'était tout simplement pour permettre à leur haine de s'exprimer. Ils se cachaient derrière SOS Racisme pour exprimer leur haine, car vous connaissez leur agenda, c'était littéralement de détruire la France, de détruire la démocratie et de mettre en place le nouvel ordre mondial. Et une partie des élites de gauche s'est retrouvée là-dedans. J'ai eu quelques camarades qui pensaient que Bernard Lévy, le SOS Racisme, quand ils ont découvert cela, ils sont tombés des nues. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Eh ben si, il suffisait de lire. C'était dans tous les journaux, cela. Il n'y avait pas besoin de parler de complotisme. Il l'affirmait. Oh, je viens juste de voir d'ailleurs un homme de gauche, Denis Robert, qui vient dans Blast, qui vient de dire que Bernard-Henri Lévy avait porté plainte pour diffamation contre lui parce qu'il aurait touché pas mal d'argent du Qatar. Eh bien, Bernard-Henri Lévy a perdu son procès en diffamation contre Blast. Bah oui, Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un qui se vend. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite au plus offrant, hein, et qui est là pour mettre en place le nouvel ordre mondial ou l'agenda atlantiste. Voilà, donc, cette idéologie de gauche, en fin de compte, c'est une idéologie mondialiste. Et que donc, tous ces gens de gauche qui ont l'impression qu'ils vont servir un ordre révolutionnaire, pas du tout. Ils ne sortent pas un ordre révolutionnaire. Et ils sont au contraire là, ils sont les idiots utiles pour mettre en place cet nouvel ordre mondial. Le seul ennui, c'est que quand ils sont aux affaires, eh bien, petit à petit, ça devient infernal. Je voudrais d'ailleurs juste faire une petite incursion. Vous connaissez cette photo, c'est un zadiste qui est face à un gendarme, hein. Il est sale, il a un mulet, il est pas beau. Bon, pour moi, c'est exactement l'image de l'homme de gauche. Le problème aussi avec l'hygiène. Alors, ne croyez pas que c'est une boutade, parce que je ne m'attendais pas à ce genre de choses. J'ai découvert ça justement au contact des hommes de gauche. Quand j'allais travailler, je portais une cravate, je portais un costume, je cheveux bien courts, bien sûr, rasé de près. Et mes collègues de gauche me reprochaient, en fin de compte, j'étais un peu trop nickel, hein, ça cachait quelque chose. Bah, je dis, mais je sais pas, moi j'ai appris à me laver, je sais pas, je pense que vous, hein, on vous a appris à vous laver le matin. En tout cas, c'est quelque chose qui me semblait un peu normal. Et eux disent, ah non, 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 l'hygiène c'est un truc de droite. L'hygiène, c'est un truc de droite. Bah oui, en effet, quand on voit les zadistes ou les punks à chiens, en effet, l'hygiène, ça ne semble pas être quelque chose de gauche. À tel point qu'un jour, j'ai vu un interview de Bégodeau dans son appartement du 11e, hein, qui doit coûter un peu plus d'1 million d'euros. Il a bien mené sa barque, hein, l'homme de gauche. Et qui expliquait que lui faisait pas le ménage parce qu'il était de gauche et donc des milieux populaires. Donc quand on est de milieux populaires pour un homme de gauche, on fait pas le ménage, on vit dans la saleté, on se lave pas. Et alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis de plusieurs régions de France, hein, puisque mes parents sont un peu de plusieurs terroirs, mais surtout du Nord, chez les gens du village, des gens simples, on aurait pu manger par terre tellement que c'était propre, hein. La saleté n'est pas l'apanage du peuple. La saleté, j'ai l'impression, c'est l'apanage des gens de gauche, du petit bourgeois qui fait même plus l'effort de se laver et qui trouve comme prétexte en disant je suis écologique donc je n'utilise pas d'eau. On en arrive à ces niveaux-là. Donc, des drogués, apologie de la violence, un problème avec l'hygiène, et qui n'est pas seulement comment dirais-je, une vision de droite. Non, moi je l'ai vu revendiqué par toute une série d'hommes de gauche et des écologistes, hein, pour des raisons de sauver la planète. Le résultat, c'est que on se souvient de cette couverture détournée de Paris Match. Bien sûr, c'est une plaisanterie Anne Hidalgo avec un ras. Il n'y avait pas le ras sur la couverture, hein, c'est une couverture détournée. Mais quand on se souvient de Paris sous Jacques Chirac, moi, quand j'habitais Paris, ma rue était nettoyée 3 fois par semaine. Lorsque Delanoë est arrivé et qu'il a supprimé une partie des services de voirie pour financer toute une série de conneries, eh bien, la pluie était nettoyée qu'une fois par semaine, et là, Paris est devenu sale. C'est devenu un véritable problème. Tout le monde a honte de Paris du fait de sa saleté, parce que justement, ils n'ont plus investi. Et cela prend des proportions, c'est que Paris est littéralement envahi par les rats. Parfois, on voit des rats apparaître à l'écran, hein, notamment. C'est quelque chose qui est... J'étais un jour dans un restaurant à Paris, plutôt un bon restaurant, et je voyais des rats passer. Je me suis dit, mais c'est... Je peux le citer, je sais qu'ils ont fait des efforts, c'est le Café de la Paix. Je me dis, mais comment est-ce possible ? Vous imaginez des rats dans n'importe quel autre pays, c'est pas possible. C'est pour cette raison que le petit clin d'œil à Ratatouille, parce que les Américains se disent Paris est dévoré par les rats. Mais le fait de ne pas se laver, de ne pas travailler l'hygiène, ne pas travailler tout simplement l'entretien, eh bien on arrive à des situations qui sont un petit peu désespérées. On a appris
dernièrement, bah, que la tour Eiffel risquait de s'effondrer parce qu'elle n'est pas convenablement entretenue. Donc ils dépensent de l'argent à tort et à travers pour toute une série de choses, mais l'essentiel, ils ne le font pas. Après l'incendie de Notre-Dame, est-ce qu'on va voir la tour Eiffel s'effondrer, le symbole de la France? Est-ce que là, on n'a pas... Ils le font exprès, c'est pas possible. Ils veulent détruire, hein, comme disait Bernard Lévy, tout ce qui représente la France. Ça leur est étranger. Ils ne en ont strictement rien à faire. Alors, à tel point, bah, entre la saleté, la violence due aux migrants, Paris devient invivable, insupportable. C'est-à-dire qu'il crée un monde dans lequel il devient difficile de vivre. Et on arrive à avoir ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu ce titre. Camille et Julie Berthollet jouent pour les migrants. Alors, les sœurs Berthollet, je les ai déjà vues en spectacle, sont de merveilleuses pianistes, merveilleuses violonistes, de talent. On les admire, on les trouve formidables. Seulement, maintenant, elles sont victimes de leur idéologie. Elles quittent Paris parce que ce n'est pas possible. Il se trouve qu'elles ne sont pas les seules. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous expliquer que Paris n'est plus vivable. Je pense à Stéphane Bern qui s'est parti, je pense à Alain Souchon. Tous ces gens qui étaient dans cette vibe de gauche, hein, qui nous faisaient l'aide aux migrants, Vivi Hidalgo, qui aujourd'hui se disent mais Paris devient invivable. Moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je n'en vais plus à Paris. Parce que je vais mettre 2 heures, 3 heures pour sortir parce que toutes les portes sont bloquées. J'ai un fils qui habite Paris, bah, je lui dis, bah, tu viens. Non, on va pas à Paris. La ville que j'ai tant aimée. Voilà ce qu'ils ont fait de notre monde. Ils sont arrivés à créer un monde invivable. C'est ça la gauche, c'est toute cette idéologie de grandes idées pour faire le beau dans les repas ou à la télévision, mais dans l'application, bah, c'est tout simplement invivable. Le seul ennui, c'est que cette idéologie de gauche va se retrouver, évidemment, dans le milieu scolaire. Et là, je voudrais parler de quelque chose qui me touche, évidemment, et je ferai une deuxième vidéo justement sur ce qui se passe dans le milieu éducatif. Mais on est toujours dans la conséquence de cette idéologie. Vous avez le spécialiste de la petite enfance, Cohn-Bendit, vous avez son compère 68 art, Romain Goupil. Bon, celui-là, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle à côté de Romain Goupil. Là. Je crois qu'il est président de la République. Et Berléand, que j'aimais bien autrefois, mais que jamais... là, non, c'est plus possible. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo? Bien, tout simplement que Romain Goupil s'est vanté avec avec un personnage qui aide les migrants, Blanchard, qu'ils tenaient la jeunesse, qu'ils étaient arrivés tout simplement à faire une telle propagande qu'ils seraient élus pendant des années parce qu'ils étaient arrivés à conditionner cette jeunesse dans des écoles où règne une grande violence. Et cette confidence, vous l'avez peut-être lu dans le livre d'Éric Zemmour. Éric Zemmour se dit, ben oui, c'est vrai, on a perdu la jeunesse, puisqu'il y a toute cette propagande et ce conditionnement dont je vous ai parlé. Ils lisent les pièces de Coltès, on a un hymne à l'immigration, on a un hymne au wokisme, à toute cette tolérance, et on n'apprend plus les méthodes. Donc, par la suite, ils vont faire Sciences Po, où ils vont, comment dirais-je, là, être encore pris par l'idéologie des coins, faire des coins et morts, mais de cette idéologie de gauche. Puis après, pour entrer à l'ENA, il faudra bien être dans la doctrine ultralibérale, et on les retrouvera aussi après au poste de commande, ayant, en fin de compte, des grilles de lecture qui ne leur permettront plus d'affronter le réel. Et c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'ils ont créé une forme de sida mental, comme l'avait très bien dit Louis Pauwels, dans la jeunesse. Alors, je vous ai dit qu'une partie des parigots trouvent Paris insupportable alors qu'ils ont soutenu Anne Hidalgo, mais ces gens de gauche qui nous expliquent que le niveau monte, etc., que tout va bien dans l'éducation nationale, Pape Ndiaye, notre ministre de l'Éducation nationale, eh bien, il a mis ses enfants à l'école alsacienne. C'est-à-dire que tous ces gens, dès qu'ils ont les moyens, ces petits bourgeois, quand ils deviennent un peu friqués, eh bien, tout simplement, ils mettent leurs enfants dans du privé et genre à Stanislas, hein, pour beaucoup d'entre eux, ou dans des écoles catholiques, ou à l'école alsacienne, pour Pape Ndiaye. C'est-à-dire qu'ils créent un monde, et quand ce monde est abouti, ils se sauvent ou, pour le monde de l'éducation nationale, ils mettent leurs enfants dans le privé. C'est ça la gauche, c'est ça. C'est-à-dire des hypocrites, des gens qui sont tout à fait épouvantables.
Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas le luxe de penser mal, comme je dirais, hein, c'est ce que disait Montesquieu, nous ne pouvons pas penser mal parce que nous sommes confrontés aux réalités. Nous voyons les choses telles qu'elles sont. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, parce que je vois que celle-là est fort longue, je vous expliquerai dans une vidéo comment ils sont arrivés à détruire l'école, les fondements de la pensée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.